Elle s'était toujours demandé pourquoi personne ne parlait vraiment de lui. Juste un silence, une absence. Et cette phrase, répétée comme un mantra, « Ton père était trop fragile, il n'a pas supporté ». Julie avait 6 ans quand on lui a dit qu'il s'était suicidé. Elle a grandi avec un vide, un nom qu'on ne prononçait plus, une tombe qu'elle ne visitait jamais. Mais 27 ans plus tard, en voulant simplement raconter l'histoire de sa famille à son propre fils, elle est tombée sur une incohérence, une ligne dans un acte de décès, une date qui ne collait pas, un lieu qui n'existait pas. Et ce qu'elle a découvert ensuite n'était pas une erreur, c'était un mensonge. Son père n'était jamais mort, il était enfermé, vivant, sous un faux nom. Et personne ne voulait qu'elle le retrouve. Julie n'a jamais connu son père. Officiellement, il s'était donné la mort en 1996, dans une chambre d'hôtel, après un burn-out professionnel dont personne ne parlait vraiment. Elle avait 6 ans. Sa mère, froide et discrète, lui avait toujours présenté les faits comme un accident de fragilité. Elle n'avait jamais voulu trop s'étendre. Un drame, une honte peut-être. Ton père était un homme fatigué, disait-elle en rangeant les photos dans une boîte qu'elle ne laissait jamais ouverte longtemps. Aujourd'hui, Julie a 33 ans. Elle vit à Rennes, mère d'un petit garçon de 4 ans, infirmière de nuit dans un centre de soins palliatifs. Elle est solide, forte dans l'urgence. Mais les silences de son histoire personnelle lui pèsent de plus que jamais. Depuis la naissance de son fils, elle ressent ce besoin urgent de comprendre d'où elle vient. Pas seulement pour elle, pour lui aussi, pour briser ce mur invisible de mensonges polis qu'elle devine depuis toujours. Un soir, elle ressort la boîte. Dedans, des lettres, des photos en noir et blanc, une vieille carte d'hôpital et un acte de décès, émis à Paris, délivré par une administration dont elle n'a jamais vraiment questionné l'origine. Mais cette fois, elle remarque un détail, une signature en bas du document, illisible, et une date, 16 septembre 1996. Julie ferme les yeux. Son père est mort le 14 septembre, selon sa mère. 2 jours d'écart, 2 versions. Elle commence à chercher, pas frénétiquement, méthodiquement, une pièce à la fois. Elle scanne les documents, appelle la mairie mentionnée sur l'acte. On lui répond qu'il n'y a pas d'archives sous ce nom à cette date, ni dans cet arrondissement, ni dans un autre. Elle sent la peur grimper, non pas celle de trouver, mais celle de ne pas vouloir savoir. Mais il est trop tard. Julie a mis le doigt dans une faille temporelle que rien ne refermera. Et bientôt, chaque réponse va soulever une question plus profonde, jusqu'à ce que le doute ne soit plus une hypothèse, mais une certitude. Son père n'est peut-être jamais mort. Julie avait toujours su que quelque chose clochait. Pas un soupçon évident, mais un léger vertige chaque fois qu'elle regardait la photo du cercueil de son père, un cliché flou, pris à la va-vite, où le visage du défunt n'apparaissait pas. À 6 ans, on ne pose pas de questions. On pleure, on accepte, on vit avec l'idée que les adultes savent ce qu'ils font. À 33, on fouille. Et ce matin-là, alors que son fils Théo lui avait demandé innocemment « Maman, c'était comment ton papa à toi ?» Elle avait compris qu'elle n'avait jamais eu la vraie réponse. Julie habitait Angers, professeure d'histoire-géographie, méticuleuse, curieuse de nature, veuve depuis 2 ans. C'est peut-être cette double absence, celle de son mari et celle de son père, qui l'avait poussée à rouvrir les archives familiales. Elle ressortit une boîte beige du grenier, étiquetée « Papa, souvenir ». Dedans, des dessins d'enfance, quelques photos usées et une enveloppe contenant l'acte de décès. Elle le lut à voix basse, pour elle-même. Date du décès, 17 octobre 1995. Lieu, Paris. Cause, suicide. Mais un détail la fit tiquer. L'acte indiquait que le corps avait été identifié par sa sœur aînée, Claire. Or, à l'époque, Claire vivait en Argentine. Elle vérifia les dates. Claire était à Buenos Aires jusqu'en décembre 1995. Elle en était certaine. Elle retrouva même une carte postale envoyée de là-bas 2 jours après le supposé suicide. Julie fronça les sourcils. Une certitude la frappa. Quelqu'un avait menti. Elle appela Claire. « Dis-moi, tu étais là quand papa est mort ?» Silence. Puis une réponse évasive. « On m'a appelé, j'étais loin, je n'ai pas voulu voir le corps. Trop dur. Mais l'acte dit que tu l'as identifié. » Claire coupa court. « Julie, tu remues de vieilles blessures pour rien. On en reparlera une autre fois. » Et elle raccrocha. Ce fut le premier signe, l'odeur du mensonge. Julie sut alors qu'il n'y aurait pas d'autre fois.
C'était maintenant qu'il fallait creuser. Elle fouilla dans les papiers de sa mère décédée 2 ans plus tôt, trouva des lettres d'avocat, des documents médicaux et un livret de famille étrangement modifié à la main, au stylo bleu, sans aucune signature légale. Et puis, un nom apparut, Hôpital Saint-Raphaël, Paris. Dans une feuille de soins vieille de 27 ans, un nom de médecin griffonné en coin, et la mention « Suivi psychiatrique prolongé ». Aucun rapport avec un suicide. Le cœur de Julie s'emballa. Si son père avait été suivi là-bas, peut-être n'était-il pas mort. Pas ce jour-là, en tout cas. Peut-être pas du tout. Elle composa le numéro de l'établissement. On la transféra, puis on lui demanda une preuve de lien familial. Elle envoya son acte de naissance. Attente. 3 jours. Puis un appel. « Bonjour Madame Lemoine, c'est le service des archives médicales. Nous avons bien retrouvé un dossier au nom de Lucien Lemoine, mais avec une annotation curieuse. » Laquelle? Le patient est enregistré sous un autre nom depuis 1996. Julie sentit sa gorge se serrer. « Vous pouvez me dire lequel? » « Non, loi sur la confidentialité. Mais vous pouvez demander une dérogation si vous pensez qu'il y a eu erreur. » Erreur? Non. Disparition. Julie raccrocha, tremblante. Et pour la première fois depuis des années, elle murmura « Papa, tu es vivant ?» Julie n'avait pas dormi. Elle avait tourné dans son lit comme on tourne les pages d'un dossier trop lourd à refermer. Chaque heure qui passait faisait monter l'angoisse et la colère. Pourquoi personne ne lui avait rien dit? Pourquoi sa mère avait validé cette version? Et surtout, qui avait décidé d'effacer son père? Le lendemain, elle prit un jour de congé. Direction Paris. Dans son sac, son acte de naissance, une lettre manuscrite expliquant sa démarche et une copie du document médical mentionnant Saint-Raphaël. C'était maigre, mais c'était tout ce qu'elle avait. L'hôpital Saint-Raphaël n'avait rien d'un lieu de vérité. Un bâtiment gris, impersonnel, presque hostile. À l'accueil, on la redirigea vers le service psychiatrique de long séjour. Elle expliqua son cas, sa filiation. On l'écouta poliment. Puis, le verdict tomba. « Madame, le patient référencé sous le nom de Lucien Lemoine n'a pas été admis ici depuis 1995. » Mais la secrétaire marqua une pause. « Nous avons bien une fiche ancienne, avec des correspondances génétiques établies. » Julie se figea. « Vous pouvez me le montrer? » « Je suis désolé, ces dossiers sont confidentiels, sauf si vous obtenez un feu vert de l'administration ou du patient lui-même. » Julie sortit son téléphone. « Et si je porte plainte pour falsification d'acte de décès ou disparition, vous seriez tenu de collaborer, non ?» Un silence gêné, puis un soupir. « Officiellement, non. Officieusement, attendez. » La femme se leva. 10 minutes plus tard, elle revint, plus pâle qu'avant. « Madame, il y a bien un patient qui correspond, hospitalisé sous un pseudonyme depuis 1996. Entrée non médiatisée, isolement partiel, mais il est toujours là, vivant. » Julie sentit ses jambes trembler. « Je peux le voir? Il faut que vous signiez une décharge et que le médecin traitant valide la demande. Cela peut prendre quelques jours. » Julie ne céda pas. « Non, je ne pars pas sans l'avoir vu. S'il est là, c'est mon père. J'ai attendu 27 ans. Je peux attendre une journée ici. » Finalement, après des heures de discussion feutrée entre psychiatres, juristes et personnel administratif, un médecin la convoqua. C'était un homme sec, au regard distant. « Madame Lemoine, il y a un patient ici, admis depuis janvier 1996, sans contact extérieur, âgé aujourd'hui de 61 ans. Nous l'appelons Monsieur Daniel Moret. Mais nous avons depuis longtemps un doute sur son identité réelle. Il s'appelle Lucien Lemoine, c'est mon père. » Le médecin acquiesça. « Peut-être. Mais sachez qu'il ne parle plus depuis plus de 20 ans. Mutisme total. Il a été diagnostiqué schizophrène paranoïde, comportement instable, isolement volontaire. » Julie se leva. « Je veux le voir. Je ne vous le conseille pas. Je ne vous demande pas votre avis. » Et c'est ainsi qu'on la mena dans un long couloir. Carrelage froid, lumière blafarde, et au bout, une porte vitrée, ouverte sur une petite chambre nue. Un homme était assis sur un lit, silencieux, fixant le mur, cheveux gris mi-longs, barbe en bataille, corps amaigri. Julie s'approcha. Ses mains tremblaient. Elle murmura presque inaudible. « Papa, c'est moi. » Pas de réponse, pas de geste.
Mais ses yeux, oui, bougèrent. Ils la regardèrent, et ils pleuraient. Julie passa les jours suivants plongée dans des archives administratives, les yeux rougis par la fatigue, le cœur suspendu à chaque ligne. Elle avait commencé par la mairie, puis la préfecture. Mais ce fut à la bibliothèque universitaire de Nantes, dans un fond poussiéreux de journaux de 1996, qu'elle découvrit une brèche. Un petit encart, presque anodin, un homme retrouvé errant sur l'autoroute A11, sans papier, en état de confusion extrême. Il aurait tenté de se jeter sous les roues d'un camion. Les autorités, incapables de l'identifier, l'ont transféré à l'hôpital psychiatrique de Saint-Hilaire sous le nom provisoire de Jacques D. Julie eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Un homme, sans papier, retrouvé quelques jours seulement après la mort supposée de son père. Elle photocopia l'article, puis alla immédiatement à l'hôpital en question. On lui opposa d'abord un refus poli. « Nous ne pouvons pas vous donner d'informations sur un patient sans preuve de lien de parenté. » Julie insista. Elle montra son livret de famille, l'acte de décès, sa carte d'identité. Elle exigea de parler à un cadre. Une psychiatre la reçut dans un bureau glacé, sans photo, sans sourire. « Mademoiselle, ce que vous dites est grave, mais il arrive qu'un patient soit interné sans identité connue, et parfois, il ne veut plus se souvenir. Je veux juste voir si cet homme est mon père. Je le reconnaîtrai. » La psychiatre soupira, hésita, puis lui tendit une photo récente, en noir et blanc, prise lors d'un atelier thérapeutique. Julie sentit ses mains trembler. C'était lui. Les traits vieillis, le regard perdu, mais c'était bien lui. Son père. Pas mort, pas disparu. Enfermé. Effacé. Elle sentit une douleur immense monter en elle. Un vertige. Elle reposa lentement la photo sur le bureau, comme si elle tenait une bombe. « Je veux le voir. » La psychiatre fronça les sourcils. Il ne parle plus depuis 20 ans. Il vit dans un mutisme complet. Pour lui, le monde extérieur n'existe plus. Alors je serai ce monde, juste une fois. On l'autorisa à une visite, sous supervision. Julie entra dans la salle commune. Des patients marchaient lentement, d'autres dessinaient en silence. Au fond, un homme assis seul regardait le vide. C'était lui. Elle s'approcha, le cœur battant. « Papa ?» Il ne réagit pas. Julie tomba à genoux devant lui, les larmes coulant sans retenue. « C'est moi, Julie. » Un battement de cils, rien d'autre. Mais pour elle, c'était un séisme. Son père n'était pas mort. Il avait été effacé, caché, interné sans nom, sans passé. Et elle était la seule à pouvoir réveiller cette vérité. Julie était désormais certaine d'une chose. Son père n'était pas mort. Mais comment en parler à sa mère ? Comment aborder cette vérité qu'on lui avait volée? Elle passa plusieurs jours à éviter les appels, les réunions de famille, les repas du dimanche. Elle n'était plus là, mentalement. Son esprit tournait en boucle autour d'un dossier qu'elle n'avait pas, celui de l'hospitalisation. Elle finit par prendre rendez-vous à la mairie de son ancienne commune de naissance. Objectif: retrouver toute trace du décès supposé. Elle se présenta comme une fille qui voulait mettre à jour les archives familiales. Mais la dame en face d'elle, une fonctionnaire au regard sec et méthodique, feuilleta les registres avant de froncer les sourcils. Monsieur Paul Delmas, né en 1962, aucune trace de décès ici. Vous êtes sûr de l'orthographe? Julie sentit un froid remonter le long de sa colonne vertébrale. Oui, absolument. Étrange. Il y a bien un dossier, mais il est classé comme transféré institutionnellement. Vous devez contacter l'administration de la santé mentale départementale. Je ne peux pas vous en dire plus. Transféré institutionnellement. Ce mot résonna comme une gifle. Elle ressortit, tremblante, les mains moites, la tête vrillée. Pourquoi personne ne lui avait jamais parlé de ça? Pourquoi ce détail n'était jamais apparu? Était-ce légal? Était-ce une erreur? Un oubli? Ou, pire, le soir même, elle appela l'établissement psychiatrique départemental avec un mélange de colère et de peur. Une voix neutre lui répondit, standard administratif. « Je cherche un patient, Paul Delmas, interné potentiellement dans votre établissement entre 1995 et aujourd'hui. » Silence. Puis, la réponse tomba, mécanique. « Désolé, sans autorisation écrite ou lien de tutelle, nous ne pouvons divulguer aucune information. » Julie explosa. « Je suis sa fille. On m'a dit qu'il était mort, et maintenant on me dit qu'il a été interné, qu'il est peut-être encore en vie. » Un nouveau silence, puis la voix plus basse. « Je ne peux rien confirmer, mais il y a peut-être un moyen. Écrivez au service des archives médicales.
demandait une recherche sous le nom Jean-Paul Dumont. Julie se figea. Jean-Paul Dumont, c'est quoi ce nom? Je ne peux pas vous en dire plus. Clic, fin de l'appel. Elle resta là, son téléphone à la main, le souffle coupé. Son père avait été renommé. Julie ne dormit pas cette nuit-là. Le nom Jean-Paul Dumont tournait dans sa tête comme une incantation maudite. Qui l'avait inventé? Pourquoi ce nom-là? Était-ce une couverture, un moyen de l'effacer, ou simplement une méthode froide, administrative, pour anonymiser les oubliés? Le lendemain matin, elle rédigea une lettre, froide, officielle, adressée aux archives médicales de l'établissement. Elle y indiquait « Je cherche à confirmer la présence d'un patient interné en 1996 sous le nom de Jean-Paul Dumont. Il pourrait être mon père biologique, déclaré mort en 1995. Merci de tout indice. » Elle signa, relut 10 fois et posta le courrier. Puis, l'attente. Les jours passèrent dans un flou épais. Julie tentait de reprendre sa vie, mais tout lui paraissait suspendu à un mot, une confirmation. 2 semaines plus tard, une enveloppe beige l'attendait dans sa boîte aux lettres. Cachet administratif. Tremblante, elle l'ouvrit. Un simple papier tapé à la machine. Madame, après consultation de nos archives, nous vous informons qu'un patient, inscrit sous le nom de Jean-Paul Dumont, a bien été admis dans notre établissement en mars 1996. Il y est toujours résident. Âge estimé, 61 ans. Diagnostic, mutisme post-traumatique sévère. Aucune famille mentionnée à l'admission. Aucun contact extérieur depuis 1996. Julie tomba sur sa chaise. Il était là, vivant, enfermé, en silence, depuis 27 ans. Son père n'était pas un cadavre, c'était un fantôme enfermé dans une pièce blanche. Et elle n'avait jamais su. Le soir même, elle prit rendez-vous. Elle ne voulait pas téléphoner. Elle voulait le voir, de ses propres yeux. L'administration hésita. Argot de règles, de procédures, de délais. Mais Julie insista. Elle avait le papier. Elle était sa fille. Elle avait le droit. Le rendez-vous fut fixé pour le vendredi suivant. Julie passa les jours suivants comme en apnée. Manger lui était difficile. Travailler, impossible. Son esprit était déjà là-bas, dans ce bâtiment gris qu'elle n'avait jamais vu, mais qu'elle imaginait comme un labyrinthe de silence. Le vendredi, à 14 h, elle se gara devant l'établissement. Un grand portail rouillé, une bâtisse en béton comme sortie d'un autre temps. Et au fond, peut-être son père. Elle fut reçue par une infirmière aux cheveux blancs, douce, mais distante. Il ne parle plus, depuis longtemps, et il ne reconnaît plus personne. Julie hocha la tête, comme une automate. On la fit entrer dans une pièce neutre. Un lit, une table, une fenêtre fermée par des barreaux, et un homme, assis sur une chaise, le regard dans le vide. Il leva à peine les yeux. Elle le reconnut tout de suite, le front, le menton. Ce silence, c'était lui, Paul Delmas, son père, vivace, mais détruit. Elle resta figée, les yeux embués, et murmura « Papa ?» Il ne répondit pas, pas un mot, pas un geste, mais quelque chose passa dans ses yeux, fugace, presque imperceptible, comme un frisson dans l'âme. Julie s'en accrocha, comme à une bouée dans une mer d'oubli. « Papa, c'est moi, Julie. » Elle s'approcha, lentement, craignant qu'un mot trop fort, un pas trop vite, ne brise cette chose fragile entre eux. Il ne détourna pas le regard, il la fixait, sans émotion, mais sans rejet non plus. Elle s'assit à ses pieds, et parla. Elle parla comme on vide un sac trop lourd, de sa vie, de sa mère, de l'absence, du mensonge, de l'acte de décès trafiqué, de l'hôpital, de la recherche. Elle ne savait plus ce qu'elle disait exactement. Elle laissait couler, les mots, les larmes. Il ne disait rien. Mais il ne la quittait pas des yeux. À un moment, elle crut voir sa main bouger, très lentement. Elle crut à une illusion, mais non. Elle se tendait, vers elle, comme si, après tout ce silence, il voulait toucher la preuve qu'elle était bien réelle. Elle posa ses doigts dans les siens, et là, ce fut comme un barrage qui cède. Son père se mit à pleurer. Pas un cri, pas un sanglot. Des larmes muettes, épaisses, qui coulaient le long de ses joues, sans fin. Il n'avait pas oublié. Il l'avait toujours su. L'infirmière, en retrait, observa la scène avec des yeux humides. Elle glissa doucement. « C'est la première fois que je le vois réagir depuis plus de 20 ans. »
Julie resta des heures à ses côtés. Elle lui raconta tout ce qu'elle n'avait jamais pu dire. Comment elle l'avait cru mort. Comment elle l'avait haï. Puis pleurait. Comment elle s'était reconstruite, sans père, avec des questions sans réponse. Elle ouvrit son sac, en sortit une photo plastifiée. Elle, à 6 ans, sur les épaules d'un homme au grand sourire. Lui. Elle la posa sur ses genoux. « Tu m'as manqué chaque jour. » Il regarda la photo, longtemps, et, dans un souffle presque inaudible, sa voix jaillit. Rauque, déformée. Mais là, « Je suis désolé. » Julie se figea. Elle venait d'entendre la voix d'un mort, et c'était celle de son père. Le lendemain, Julie revint à l'hôpital avec un enregistreur caché dans son sac. Ce n'était plus une visite, c'était une mission. Elle voulait comprendre, pour elle, pour lui, pour l'enfant qu'elle avait porté sans l'histoire de son père. À son arrivée, une nouvelle infirmière était là, plus froide, plus distante. Elle l'informa que le patient 203N ne recevrait plus de visite aujourd'hui. Ordre de la direction. Julie sentit la rage monter. Elle comprit immédiatement. Quelqu'un, quelque part, voulait la faire taire, freiner, gagner du temps. Mais elle était déjà allée trop loin pour reculer. Elle contacta un avocat, Maître Lemoine, spécialisé en protection des personnes vulnérables et en litige institutionnel. Le dossier qu'elle lui présenta le laissa blême. Ce n'est pas seulement un internement abusif, mademoiselle. C'est un acte volontaire d'effacement. Quelqu'un a voulu que votre père disparaisse légalement. L'acte de décès, le faux nom à l'admission, l'absence de signalement familial. Tout semblait avoir été orchestré. Elle fouilla dans les archives de l'hôpital. La première admission de son père remontait à 1996, diagnostic flou, aucun contact d'urgence listé, et une signature, celle de sa propre mère. Julie faillit vomir. Sa mère, celle qui l'avait bercée, élevée, protégée, l'avait aussi dépouillée de son père. Pourquoi ? Quelle peur l'avait poussée à une telle extrémité ? Honte, colère, vengeance. Julie l'appela. Sa voix tremblait, mais elle resta ferme. « Maman, je l'ai retrouvé. » Un silence, puis un soupir, fatigué. « Tu ne comprends pas, il était devenu un danger. » Pour qui ? Pour lui-même, pour nous. Il hurlait la nuit. Il parlait de voix. Il disait qu'il allait partir, quitter ce monde. J'ai cru que c'était la seule solution. Julie éclata. « Alors tu as menti, tu as déclaré sa mort, tu as signé pour l'enfermer, comme on ferme une porte. Je voulais te protéger. » Ces mots sonnèrent comme un écho creux. Julie raccrocha. Ce soir-là, elle écrivit un post sur un forum anonyme. « Et si quelqu'un que vous aimez avait été effacé de votre vie par ceux censés vous protéger? Jusqu'où irait-on pour éviter la honte? Qui décide de qui mérite d'exister ?» Les réponses affluèrent. D'autres témoignages, d'autres histoires, des femmes, des hommes, des enfants qui avaient découvert, des années plus tard, qu'un proche avait été déclaré mort, mais vivait encore, derrière des murs blancs et silencieux. Julie n'était plus seule, et son combat, désormais, avait des visages. Julie décida d'aller jusqu'au bout. Elle lança une procédure judiciaire pour lever de tutelle et obtint une audience exceptionnelle. Elle avait rassemblé des preuves, dossiers médicaux falsifiés, certificats de décès douteux, témoignages contradictoires. Ce n'était plus une simple erreur, c'était un mensonge d'état intime, un effacement familial validé par une institution. Le juge autorisa une nouvelle expertise psychiatrique de son père. 3 semaines plus tard, le verdict tomba. Il ne présentait aucun trouble psychotique chronique. Il avait été stabilisé depuis plus de 20 ans. Il aurait dû être libéré depuis des années. Julie retourna à l'hôpital. On l'autorisa, cette fois, à le voir en salle de médiation. Une pièce nue, 2 chaises, une baie vitrée. Son père était déjà assis. Il leva les yeux. « Bonjour ». Sa voix était rauque, mais lucide. Les mots pesaient, choisis. Julie s'assit. Son cœur battait si fort qu'elle crut l'entendre résonner dans les murs. « Je m'appelle Julie, je suis ta fille. » Un long silence. Puis, une larme coula sur la joue de l'homme. « Je sais, je t'ai vue une fois, toute petite. Tu avais des couettes, et tu riais. » Julie sentit sa gorge se serrer. « Pourquoi tu n'as jamais tenté de revenir, de m'écrire ?» Il la regarda droit dans les yeux, et ses mots furent ceux d'un homme brisé, mais encore debout. « Parce que je croyais être fou, parce que ta mère m'a dit que c'était mieux pour toi, que j'étais un poison. Et quand t'as disparu, j'ai cru que j'avais tout détruit. »
Julie tendit la main. De l'autre côté de la table, il posa la sienne. Un contact, un lien. Le premier depuis 27 ans. Ce jour-là, Julie comprit que le pardon ne venait pas toujours après la justice. Parfois, il commençait avant, par un geste, une main, une vérité dite en face. 3 mois après cette première rencontre, Julie avait fait les démarches nécessaires. Son père avait été libéré, officiellement. Mais rien ne l'avait préparé à ce que cela signifiait vraiment. Réapprendre à vivre à deux, en silence, au début, puis en paroles, en souvenirs, en maladresse. Il était fragile, il dormait mal, il parlait peu. Elle, parfois, fuyait dans le travail, puis revenait, les yeux pleins de doutes. Un jour, ils prirent une photo ensemble. Juste lui, elle et son fils à elle. 3 générations, 3 visages. Elle la posta sur les réseaux, sans légende. Mais les commentaires affluèrent. Certains pleuraient devant l'histoire qu'ils devinaient entre les lignes. D'autres racontaient des absents, des secrets, des silences. Et Julie comprit que cette histoire, leur histoire, n'était pas un cas isolé. C'était une brèche, une ouverture dans un mur qu'on pensait infranchissable. Elle écrivit un témoignage, puis un livre. On l'avait effacé. Il fut lu, relayé, débattu. Un député la contacta. Une commission d'enquête fut lancée sur les hospitalisations abusives non réexaminées depuis plus de 15 ans. Des centaines de cas furent rouverts. Julie ne se disait pas héroïne. Elle était juste une fille qui avait osé regarder là où personne ne voulait voir. Son père, lui, vivait désormais près de la mer. Il peignait. Parfois, il riait. Et certains soirs, en regardant le ciel, Julie pensait « Ce qu'on ne tue pas ne revient pas toujours en force, mais parfois, il revient en paix. » Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait penser à quelqu'un, alors ne la laissez pas s'éteindre, partagez-la, commentez-la, parce que c'est dans la lumière qu'on empêche les silences de recommencer. Et si vous aussi, vous portez un doute, un secret, une absence, n'oubliez jamais, ce qu'on croit perdu peut encore être retrouvé. Abonnez-vous à Secret de vie pour d'autres récits vrais, bouleversants et nécessaires.